Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous sommes arrivés au 92e SITREP et nous sommes le 26 mai. La situation sur le terrain a l'air d'être paradoxale puisque le nombre de bombardements ou de violations du cessez-le-feu a baissé. Alors le nombre de victimes par contre c'est toujours aussi catastrophique. Hein. Bah en fait parce qu'on a malheureusement hérité de la situation du week-end dernier, du début de semaine, qui a été assez mouvementé, mais ça s'est en fait calmé par après. Donc d'où la baisse du nombre de bombardements total, mais en fait c'est parce que ça a fortement varié au cours de la semaine. D'accord. Donc, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 139 reprises. Donc, on est effectivement en dessous du score de la semaine dernière où on était à 200 et quelques. Ouais. Durant lesquels elle a tiré 49 obus d'artillerie de 122 mm, 4 obus de chars d'assaut, 615 obus de mortier, 220 et 82 mm, sans compter, bien entendu, comme toujours, tir de systèmes de défense antiaérien, véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, lance-grenades et diverses armes légères, entre guillemets, qui porte le total à 2717 munitions tirées en une semaine. Donc là aussi, on est en dessous du score de la semaine passée. Enfin, ça reste quand même toujours beaucoup. Ces tirs ont visé plus de 20 localités de la République. Il faut y rajouter 14 violations et 263 munitions tirées durant les dernières 24 heures. Donc comme on voit, on reste à un niveau, on n'est pas redescendu au niveau qu'on avait genre au tout début de la nouvelle trêve ou ce genre de choses. Hein. On est redescendu au niveau d'avant l'escalade, mais on n'est pas redescendu plus bas. Je vais expliquer après ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé à cette situation-là. En tout cas, durant la semaine, suite à ces bombardements, 2 civils sont morts, 6 ont été blessés, 2 soldats de l'RPD sont morts, 5 ont été blessés, ces tirs ont endommagé plus de 26 habitations, il faut y rajouter 6 habitations de plus durant les dernières 24 heures. La plupart des victimes et des destructions sont dans la zone de Gorlovka, Zaïtsevo, Golmovski, Glubokaya, enfin toute cette zone-là, quoi, hein, périphérie, Gorlovka et périphérie. Un petit peu dans le sud de la RPD, mais pas beaucoup. C'est principalement toujours la zone autour de Gorlovka qui reste visée. Ouais, et tout ça arrive à dans une semaine où Macron est arrivé à Saint-Pétersbourg, où il a fait pour discuter avec Poutine. Voilà, les grandes palabres sur les accords de Minsk, hein, qui sont ultra piétinés en ce moment dans le Donbass. Mais pas un mot, hein, rien, personne Macron fait pas de... Non, tout le monde s'en fout, là, ils sont encore sur l'affaire Skripal, sur le dossier du MH17, je reviendrai dessus après. Oui. Les armes lourdes sont présentes en moins grande quantité que la semaine passée, il n'y en a plus que 53 qui ont été détectés près du front. C'est quand même toujours trop. Hein. Oui. 7 obusiers automoteurs Akatia 152 mm, 2 obusiers tractés MST-AB de 152 mm, 3 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 4 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 4 systèmes de défense antiaérien Strela 10, 19 chars d'assaut T-64 et 14 BMP, BTR et automitrailleuses ont ainsi été détectés par les services de renseignement de la RPD. Faut dire que l'armée ukrainienne a perdu quelques pièces d'équipement en cours de route en début de semaine. C'est un petit peu mérité quand même, hein, parce que... Mais oui, donc je vais expliquer ce qui s'est passé, parce que suite à tous ces bombardements intensifs dont on avait déjà parlé la semaine passée, en fait, début de semaine, les forces armées ukrainiennes, à force de s'acharner sur Gorlovka et sa périphérie, on n'avait plus un jour sans victimes civiles, quasiment. Blessés et morts. Pour certaines d'ailleurs, comme celles qui ont été tuées, donc ce couple qui a été tué à Zaïtsevo le 19 mai, ils ont été tués par des obus de mortier de 120 mm remplis de petits dards en métal que les conventions internationales interdisent d'utiliser sur des zones civiles. Oui. Non, parce que c'est abominable, hein. C'est dégueulasse. Hein, ça déchiquete tout, donc on mettra une petite... photo avec les dards qui ont été récupérés sur place et dans le corps de certaines des victimes. Donc c'est une photo qui nous a été fournie par l'armée de la République populaire de Donetsk. J'ai déjà vu de tels dards à Zaïtsevo tirés dans des obus de mortier. C'est le même genre de munitions contenant ces cochonneries qui avait été utilisé contre le journaliste italien Andrea Rocchelli qui avait été tué à Slaviansk en 2014. Voilà, genre de truc qui te laisse quasiment aucune chance de t'en sortir. Hein.
Ou alors avec des souffrances abominables, hein, quand même. Hein. Voilà. Et donc après cet acharnement de bombardement contre les zones civiles, et ben dans la nuit du 20 au 21 mai et le 21 mai au matin même, l'armée ukrainienne a tenté plusieurs percées en fait des lignes de défense de la République populaire de Donetsk près de Gorlovka. Le 21 au matin à 10h05, les forces armées ukrainiennes ont ouvert le feu avec des mortiers de 120 mm contre la zone de la mine Gagarine, faisant 4 blessés dont 2 graves parmi les civils. L'école numéro 10 s'est aussi retrouvée prise sous les tirs, obligeant les enseignants et les élèves à se cacher dans les caves. Voilà, c'était quand même assez inquiétant parce qu'on revenait à des tirs en pleine journée. Donc ça, c'était quand même un signe d'escalade très très inquiétant. Oui, parce que d'habitude, ils attendent quand même que la nuit soit tombée avant d'ouvrir le feu. Mais la nuit n'était pas plus calme en fait, puisque profitant de l'obscurité, 2 pelotons de soldats ukrainiens, semble-t-il, du bataillon néo-nazi Donbass, ont tenté de percer les lignes de défense de la RPD près de Golmovski, donc au nord de Gorlovka. On mettra une carte des 2 offensives qui ont été menées en fait durant la nuit du 20 au 21 et le 21 au matin. Bien entendu, les soldats de la RPD les ont détectés, ont répondu, repoussé l'attaque. Mais grâce à une couverture de tirs assez intensif d'artillerie et de mitrailleuses lourdes, les forces armées ukrainiennes ont réussi à s'approcher assez près des lignes de défense pour capturer 3 soldats de la RPD et en tuer 1 sur place. Les prisonniers ont été utilisés comme boucliers humains pour couvrir leur retraite. Ça vous rappelle des méthodes de terroristes, moi aussi. Hein, ah oui, c'en est. Ça en est, voilà. Malgré ça, ils n'ont pas pu éviter de nouvelles pertes parmi les soldats ukrainiens lors de leur retraite. Au total, lors de cette attaque, les soldats ukrainiens ont eu à déplorer 5 morts et 4 blessés. Et 2 des corps des soldats morts ont été abandonnés sur le champ de bataille. Bon, bien entendu, le commandement de l'armée de la RPD s'inquiète pour ces soldats parce que le bataillon de Donbass est connu quand même pour sa cruauté et l'usage systématique de la torture. Donc ça, c'est assez inquiétant pour eux. Et le 21 au matin, en fait, ils ont tenté une autre offensive. Cette fois depuis l'ouest, depuis le goulot de Tchigari. Donc on avait déjà parlé de ce petit point là qui est à la périphérie ouest de Gorlovka, avec soutien de chars d'assaut, de véhicules blindés. Donc là, on a dû envoyer plusieurs unités en renfort, y compris des troupes d'élite, en urgence pour empêcher la percée des lignes. Là aussi, les forces armées ukrainiennes ont subi des pertes assez lourdes. Certains de leurs morts ont été abandonnés sur place et récupérés par l'armée de l'RPD et emmenés à la morgue. Donc on montrera une photo d'un des soldats ukrainiens où justement on voit le patch du bataillon de Donbass. Donc il semble bien que c'est ce bataillon-là qui ait tenté les 2 attaques sur les 2 axes, donc nord et ouest. D'après les soldats de l'RPD qui sont stationnés à Gorlovka, les soldats ukrainiens ont même jeté certains corps dans la mine Yuzhnaya pour cacher l'étendue réelle de leurs pertes. Donc, c'était joyeux. Ils ont eu même la panique qui s'est emparée de la ville de Dzerzhinsk, poussant les soldats ukrainiens à évacuer la population civile de la zone proche du front. Ils ont été aussi très rapides pour essayer d'évacuer leurs morts et leurs blessés, avec au moins 10 ambulances qui faisaient la rotation pour aller évacuer les corps. Donc je te laisse imaginer la quantité qui devait y avoir de morts et de blessés. Du côté de Gorlovka, les Ukrop avaient lancé des rumeurs comme quoi on allait lancer l'évacuation de la population, mais pas du tout. Le maire de la ville, Ivan Prikhotko, confirmait que seules les écoles les plus proches du front avaient renvoyé leurs élèves étudier depuis chez eux pour bien sûr éviter des victimes supplémentaires en cas de nouvelles tentatives de percer des lignes. Il semble que les premières pertes leur avaient pas trop suffi, puisque le 21 mai à 13h35, les Ukrop ont ouvert le feu à coups de mortier de 82 mm sur la zone de la mine Gagarine, donc de nouveau à l'ouest de Gorlovka. Les employés du ministère des situations d'urgence et les représentants de la RPD au sein du centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu qui se trouvaient sur place pour enregistrer les conséquences des tirs du matin se sont retrouvés pris sous les bombardements de l'armée ukrainienne. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Si pour l'instant la situation autour de Gorlovka s'est calmée après ces 2 tentatives d'attaque de lundi qui ont engendré de très lourdes pertes pour l'armée ukrainienne, 18 morts et au moins 20 blessés, sans parler de l'équipement détruit. Ils ont perdu au moins un mortier, un char d'assaut, un véhicule de combat d'infanterie et un radar de contre-batterie qui avait été fourni par les Américains. Voilà, ça leur apprendra, comme on dit.
ça leur apprendra. Mais bon, malgré tout ça, malgré ces pertes lourdes, les informations que nous avons reçues indiquent que les forces armées ukrainiennes se prépareraient à d'autres tentatives d'attaque. En plus d'articles dans la presse ukrainienne comme sur le site Strana expliquant l'intérêt stratégique de la capture de Gorlovka pour ensuite attaquer Debaltsevo et Yenakievo, le commandement opérationnel de l'armée de l'RPD a indiqué que le commandement ukrainien avait ordonné à toutes les unités des forces armées ukrainiennes de refaire le plein de carburant et de lubrifiant pour les équipements militaires d'ici le 28 mai et que les sapeurs de la 36e brigade des forces armées ukrainiennes, alors ils sont stationnés dans le sud, vers Mariupol, ont reçu l'ordre de déminer plusieurs champs de mines anti-chars, donc sûrement en vue d'essayer de passer pour mener une offensive. Donc c'est bien, enfin comme ça on sait plus ou moins par où ils vont passer, donc on n'a plus qu'à les attendre, quoi. Ce qui veut dire que... Ouais, ce qui veut dire que le scénario possible, c'est qu'à partir du 28, ils recommencent à attaquer Gorlovka, histoire de faire croire de nous fixer là-bas pour ensuite attaquer dans le sud, mais de toute façon on les attend dans le sud aussi. Donc, Par contre, l'attaque dans le sud serait probablement lancée à partir du 14 ou 15 juin prochain, au moment du début de la Coupe du Monde. Au moment de la Coupe du Monde, c'est possible. En tout cas, comme on le voit, l'Ukraine n'a toujours pas l'intention d'appliquer les accords de Minsk, ne fait même plus semblant de vouloir une réelle désescalade de la situation à la veille de la Coupe du Monde, qui risque donc, comme tu le disais, de voir une nouvelle augmentation brutale des bombardements, des tentatives de percée du front, des destructions et des victimes de la part de l'armée ukrainienne, le tout qui sera couvert bien entendu par le silence des médias occidentaux qui se focaliseront sur les matchs de foot plutôt que sur les civils du Donbass qui meurent sous les obus ukrainiens. Donc ça c'est effectivement la grosse crainte, hein, c'est l'utilisation du mondial de foot comme diversion médiatique. On rappelle que ça a déjà été fait pour la Géorgie pendant les Jeux de Pékin en 2008. Et pour le Maïdan pendant les JO de Sochi. C'est ça, en 2014, absolument. 2014. Donc ils se répètent un peu, hein, ils n'ont pas beaucoup de nouveaux scénarios, donc en fait c'est un peu hautement prévisible, donc on les attend. Hein. Je veux dire, le facteur surprise il est nul. Je veux pas être désobligeante, mais voilà. L'autre point du front qui était assez chaud cette semaine, c'était la station d'épuration de Donetsk, toujours. Donc suite à de nombreux incidents qui, je rappelle, ont mis en danger non seulement les travailleurs de la station d'épuration, mais aussi la population des environs, hein, parce que si les 200 tonnes de chlore qui sont entreposées flambent, je te raconte pas le désastre. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc le groupe de contact sur la sécurité à Minsk a été convoqué en vidéoconférence le 23 mai. Parce qu'il y a eu quand même de nouveau des tirs qui ont empêché à plusieurs reprises des changements d'équipe, hein, des travailleurs. Les bombardements du 20 mai aussi sur la zone proche qui avaient provoqué la coupure d'alimentation électrique de la station. Donc la station a été à l'arrêt pendant quelques jours, de nouveau. Voilà. Ils ont mis plusieurs jours avant de pouvoir faire les réparations et ensuite relancer la station elle-même. Parce que ça prend du temps, hein, de l'arrêter, de la relancer, etc. Ça se fait pas comme ça. Donc, au vu de tous ces incidents, la RPD, comme on l'avait dit, avait soutenu la proposition de l'OSCE d'un certain nombre de mesures pour essayer de provoquer une désescalade de la situation autour de ce qui est quand même, je le rappelle, une infrastructure civile critique. Ouais. Normalement ne devrait même pas être visé. Bien sûr, la mesure la plus importante pour faire baisser les tensions, c'était cette proposition de faire reculer les positions des deux côtés à 1,5 km de la station d'épuration, donc refaire une vraie zone tampon autour de la station d'épuration et le retrait des armes lourdes. Si l'OSCE et la RPD ont soutenu cette idée lors de la vidéoconférence, bien entendu, Kiev a dit hors de question. Donc c'était rapporté par Denis Pouchiline, qui est, je rappelle, le président du Conseil populaire de la RPD et le chef de la délégation de la RPD à Minsk. Donc il a dit ni l'importance de fournir de l'eau à la population civile, ni la menace d'une catastrophe écologique dans l'éventualité où des obus tomberaient sur le bâtiment où est stocké le chlore n'ont poussé la partie ukrainienne à un dialogue constructif. La partie ukrainienne rejette l'idée de retrait des forces autour de la station. Pourtant, ce retrait est plus que nécessaire, hein, puisque les deux armées peuvent maintenant se voir l'une autre à l'œil nu. Donc, je le cite de nouveau, la raison principale de l'escalade des tensions autour de la station, c'est la volonté de la partie ukrainienne de prendre le contrôle d'une infrastructure vitale stratégiquement importante pour l'utiliser comme un autre instrument de blocus du Donbass. Depuis janvier 2017, les forces armées ukrainiennes ont progressivement rapproché leur position d'une distance de 1,5 km à 150 mètres à peine de la station. Donc la distance c'est ridicule. Hein. Ouais, je disais la semaine dernière que
Pourquoi on ne peut pas approcher de la station d'épuration? Parce que l'armée ukrainienne est trop près, et que donc l'armée de l'RPD ne nous laisserait pas passer. 70 mètres au plus près. 70 mètres au plus près. Je voudrais quand même que les gens se rendent compte de ce que c'est qu'une distance de 70 mètres. Bah, c'est à peine, c'est même pas la longueur d'un terrain de foot. Hein. Voilà. Donc je pense que ça en dit long sur le danger qui pèse sur tous ceux qui rentrent dans cette station. C'est clair. Donc cet échec des négociations, bien sûr, signifie qu'il faut s'attendre à de nouvelles flambées de bombardements et de potentielles victimes dans et autour de la station d'épuration, hein, puisque tant qu'ils resteront à proximité comme ça, ils vont continuer à tenter de foutre le bordel et à provoquer l'arrêt de la station pour pouvoir ensuite l'investir avec leurs forces armées. Et c'est pas le silence de Macron qui, je le répète, se trouve à Saint-Pétersbourg, peut-être encore aujourd'hui, qui va changer grand-chose. Ni la Merkel, de toute façon, aucun des deux garants ne joue son rôle, aucun des deux garants occidentaux ne joue son rôle. Le seul qui joue son rôle, c'est le garant russe. Hein, c'est les seuls qui tirent la sonnette d'alarme, à part la RPD et la RPL depuis le début. Bon, la France et l'Allemagne continuent leur bêtise de parler d'agression russe et de demander que la Russie applique les accords de Minsk. Bon, commencez par exiger de Kiev que Kiev applique les accords de Minsk. On en reparlera après du reste de vos conneries, parce que bon... mais c'est tellement visible, c'est tellement indiscutable maintenant, que ce genre de discours de la part des Allemands et des Français est forcément vicieux, cynique et perfide. Hein. Je veux dire, là, à ce niveau-là, c'est impardonnable, quoi. Hein. C'est juste une tromperie, quoi. Sciemment, ils essayent de nous enfumer, quoi. Ouais, ça c'est bon. Là, ça devient vraiment grotesque. Je veux dire, un accord ça signe à deux, et je veux dire, il faut que les deux parties le respectent. Hein. Ça marche pas sinon. Hein. Une autre information qui est sortie concernant les pertes de l'armée ukrainienne, cette fois les pertes en matériel, est sortie grâce au groupe de hackers Sprout. Désolé pour le nom du groupe, il s'appelle comme ça. Donc en fait, c'est un groupe de hackers qui assez régulièrement sort des infos concernant l'Ukraine, et ils arrivent à obtenir des documents, souvent d'USB ou d'entités comme ça. Donc c'est un groupe de hackers qui s'attaque spécifiquement à l'Ukraine. Donc en fait, ils ont dégoté un rapport concernant les pertes réelles en matériel de l'armée ukrainienne, donc dans le Donbass, mais pas seulement. L'armée ukrainienne depuis des années, entre autres lors des incendies des entrepôts de Svatovo et Balakleya, dont on avait parlé. Donc sur base de ce document, on se rend compte qu'en fait les pertes matérielles des forces armées ukrainiennes ont été sous-estimées près de 100 fois par les autorités ukrainiennes. Donc là, je vais donner en fait l'estimation en nombre de véhicules détruits, et ensuite en fait le montant, parce qu'en fait ils ont donné dans ce rapport les montants en grivnia. Les montants des pertes en grivnia, et l'armée de l'RPD a fait le calcul sur base de la valeur de chaque véhicule ou de chaque pièce d'équipement, quelle quantité ça représentait à peu près. D'accord. Donc pour les avions et les hélicoptères, ça on sait combien ils en ont perdu, parce que 11 pour un montant donc qui est estimé entre 11 à 45 millions de grivnia. Donc là on a une fourchette. Les chars d'assaut T-64 perdent 7 millions de grivnia, ce qui fait environ plus de 50 chars. Ah oui, ça commence à faire, les véhicules de combat, alors rien que pour les véhicules de combat d'infanterie, 5 millions de grivnia, mais il y a d'autres véhicules concernés. Donc si on prend l'ensemble des véhicules de combat, les pertes sont estimées à plus de 80 véhicules. Concernant les autres véhicules et équipements spéciaux, genre camions et autres trucs, à peu près un millier ont été perdus. Rien que pour les camions Ural ou Kamaz, donc rien que pour cette catégorie-là, ça représente 350 000 grivnia de pertes. Pour donner une idée, rien que la catastrophe de Balakleya, donc cet énorme entrepôt qui a cramé l'an passé, et qui nous a fait un joyeux feu d'artifice, qui a eu des morts partout, qui a eu des morts, et qu'ils ont évacué 36 000 personnes, là. Et ils ont recommencé il n'y a pas longtemps à cause d'un incendie. Et qui a recommencé il n'y a pas longtemps, celui qui s'est remis à brûler, là. L'incident de l'année dernière a coûté à l'Ukraine, tiens-toi bien, 2,38 milliards de grivnia, soit 78,14 millions d'euros. C'est un joli pactole, tout ça. Voilà, donc il y a 78 millions d'euros de munitions qui sont partis en fumée.
Mmh. Et l'opération soi-disant antiterroriste dans le Donbass a coûté quand même la modique somme de 654,8 millions de hryvnia en termes de matériel, soit 21,49 millions d'euros de pertes sèches de matos. C'est-à-dire et le matériel qui a été perdu à notre profit et le matériel qui a été détruit de manière irrémédiable. Ouais, alors dans une Ukraine où la situation économique est désastreuse, ça coûte très cher. Hein. Ça coûte très cher. Ça fait très mal. Hein. Voilà, ça fait très très mal. Donc là, on se rend compte de l'étendue réelle des dégâts. Hein. Quand on voit ça, ouais. On comprend que Kiev peut gloser sur des pseudo-victoires. Là, ils sont partis dans un délire de dire qu'ils ont conquis le village de Petrovskoye, qui est donc un peu au sud de Koutchaïevsk. L'armée de la RPD s'est rendue, enfin, le service de presse de l'armée de la RPD s'est rendu sur place pour filmer et montrer que la conquête, elle existe que dans leur tête. Ce serait pas les sangliers apprivoisés d'il y a quelque temps qui auraient pris leur quartier dans le coin et qui auraient... C'est peut-être des gruyuis ukrainiens, ouais. C'est peut-être des gruyuis ukrainiens. Je sais pas, ou alors ils ont abusé des chocolats magiques de Poroshenko. Il y a quelqu'un m'a fait un commentaire à propos des chocolats magiques, parce que tout le monde sait pas ceux qui prennent nos citrèpes en cours de route, donc on va faire un petit rappel pourquoi on parle des chocolats magiques de Poroshenko. Parce que Poroshenko, avant d'être président de l'Ukraine, est avant tout quelqu'un qu'on surnomme le roi du chocolat, puisque il détient donc l'entreprise Rochen qui produit des chocolats, des bonbons chocolatés, des bonbons, etc. Des confiseries au chocolat, oui. Voilà, donc c'est le roi du chocolat. Donc pourquoi on parle de chocolat magique de Poroshenko? Parce que justement, il a fait sa fortune là-dessus, en fait. Donc voilà, il est surnommé le roi du chocolat. Donc c'est pour ça qu'on parle des chocolats magiques de Porky, qui sont fourrés avec des substances hallucinogènes qui font croire aux Ukrainiens qu'ils ont conquis des villages qui sont toujours sous notre contrôle. Oui. Voilà. Ou qui nous ont infligé de lourdes pertes lors de leurs attaques de Gorlovka, alors qu'on leur a mis la pénie du siècle. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On leur a fait 18 morts, plus de 20 blessés. Mais à part ça, c'est nous qui avons perdu beaucoup de gars. Non, on a perdu quelques gars dans l'affaire, oui, d'accord, y compris les 3 prisonniers, mais on n'a pas eu 18 morts et 20 blessés, quoi, je veux dire. C'était encore une Zabrodsky, hein. Ouais, encore une Zabrodsky. Ouais. Non, mais ils arrêtent pas. De toute façon, ils font que ça. Ils font plus que des Zabrodsky, de toute façon. On va parler maintenant du dossier du MH17 qui est revenu miraculeusement sur la table. Hein. Donc, comme on le disait, en pleine venue de Macron à Saint-Pète, et alors que le nouveau gouvernement italien a l'air de parler de faire sauter les sanctions contre la Russie, comme par hasard, le comité international d'enquête, je pense qu'il faudrait leur trouver un autre nom, tu vois, parce que, franchement, quand je vois les rapports qui sortent, c'est pas de l'enquête, quoi. Alors là, il faut souligner un truc, c'est que cette cabale, moi j'appelle ça une cabale, hein, parce que là, à ce niveau-là, ça peut pas être autre chose contre la Russie. Elle arrive, elle est médiatisée quelques jours, peut-être même quelques heures avant la conférence de presse entre Macron et Poutine. Voilà, ça a lieu. Vraiment, le timing est vraiment bien choisi. Voilà, et à 3 semaines du début de la Coupe du Monde de football, comme par hasard. Hein. Voilà, donc je vais expliquer en quoi. Donc, déjà, pour ceux qui ne savent pas, le comité d'enquête du JIT, déjà, truc assez bizarre, on a un des suspects qui fait partie du comité d'enquête. C'est à savoir l'Ukraine. Oui. Et quand je dis fait partie du comité d'enquête, je ne parle pas du fait d'être impliqué dans l'enquête, comme tu peux le faire dans n'importe quel accident d'avion, où tu vas impliquer effectivement ceux qui sont suspectés. Hein, même si on pense à un truc technique, on va impliquer par exemple Boeing ou Airbus, on va leur demander des trucs, on va demander à bosser avec eux pour voir si ça vient pas d'une pièce qui a claqué, d'un défaut technique. Mais c'est pas eux qui vont faire les conclusions de l'enquête. Et c'est pas eux qui vont, voilà. Là, l'Ukraine participe en tant qu'enquêteur, c'est-à-dire, comme je l'ai toujours dit, dans n'importe quelle enquête policière, un policier qui se soupçonné de meurtre, hein, donc prenons truc de justice classique. Il y a un meurtre et on soupçonne, entre autres, quelqu'un et puis un policier. Est-ce que vous croyez que dans un pays où la justice fonctionne réellement, le policier qui est soupçonné pourrait participer à l'équipe d'enquête? Non.
Hein, on est bien d'accord. Avec le risque de dissimuler des preuves qui pourraient l'impliquer, voire même de fournir de fausses preuves. On est bien d'accord. Oui. Qu'il soit impliqué dans l'enquête en tant que témoin, assisté, avec son avocat, c'est une chose. Participer à l'équipe d'enquête, c'en est une autre. Absolument. Or là, on a un des suspects potentiels qui participe pleinement au comité d'enquête. Déjà là... Ah oui, là, il y a un sacré problème. Judiciairement, ça pose un gros problème. Sur le plan juridique, là, ils veulent essayer de traîner la Russie devant un tribunal. N'importe quel avocat, un tant soit peu compétent, va pouvoir faire révoquer complètement tout le rapport, rien que sur cette base-là. Sur le plan juridique, le rapport ne vaut strictement rien. À partir du moment où un des suspects fait partie de l'équipe d'enquête, vos conclusions, ça vaut peanut, déjà, à la base. Ce que j'ai peur, moi, par contre, c'est que ils aient pas grand-chose à faire du moment où la justice va vraiment juger les choses, mais ils se servent de cette cabale. Finalement, la cabale est plus importante que la justice qui pourrait statuer après. Le but, c'est plus la salissure médiatique que la justice. Moi, comme le Skripal. Comme avec l'affaire Skripal, c'est-à-dire que l'enquête, machin, etc. commence à aller... Enfin, maintenant, on n'en parle presque plus. Donc, les Britanniques comptaient là-dessus. Mais par contre, évidemment, la Russie aurait été copieusement salie dans cette affaire. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi ce dossier-là, déjà, c'est le premier gros point noir de cette enquête. C'est déjà le comité d'enquête qui contient un des suspects. Ça, c'est du délire à l'état brut. Ouais. Ceux qui viennent dire oui, mais ça s'est passé sur le sol ukrainien, donc il faut qu'elle soit impliquée. Non, il faut qu'elle soit impliquée en tant que témoin assisté. Oui. Point. C'est-à-dire, elle doit fournir des éléments aux enquêteurs qui doivent lui poser des questions, obtenir des éléments, point barre. Mais elle ne doit absolument pas faire partie du comité d'enquête. Ça, c'est déjà du délire à l'état pur. Déjà pour commencer. Bon. Ensuite, il faut savoir que le rapport du JIT, et là encore même les conclusions qu'ils ont balancées lors de cette conférence de presse, sont basées principalement sur quoi? Sur des photos et des vidéos qui ont été publiées sur Internet. C'est pas une blague. Alors, je vais revenir après là-dessus, mais déjà pour poser un peu le cadre. Alors, il faut savoir que dans leur rapport de 2015 et 2016, le JIT nous avait présenté des espèces de petits bouts de ce qui semblait venir du bouc qui aurait abattu l'avion. Bon, genre un câble électrique, une ailette et puis un cône de la fusée. Alors là, miraculeusement, lors de leur conférence de presse, ils nous ont sorti un tube de missile bouc. Alors que c'est la zone du missile... Hein. Ça fait 4 ans que la catastrophe a eu lieu. Oui. Ça fait 4 ans que maintenant la zone où a eu lieu le crash est sous contrôle de la RPD. Oui. Et là, d'un seul coup, il y a 2 ans, quand ils ont pondu leur rapport, il n'y a pas une photo de ce tube. Ouais. D'où ce tube est apparu? Oui. Qui? Parce qu'ils te disent que ça a été récolté près de la zone du crash. Où? On n'a aucune localisation précise. On ne sait pas qui est censé avoir ramassé ce truc. Oui. Ouais. Alors déjà, c'est miraculeux. Et alors, si vous l'aviez, ce tube de missile bouc, parce que le seul moment où vous avez pu le récupérer, c'était après la catastrophe. C'est-à-dire il y a 4 ans. Comment ça se fait qu'il n'était pas dans votre rapport de 2016? Ouais. 2-3 petites choses comme ça. Il y a un petit paquet d'incohérences dans votre... Et puis l'état du missile, l'état du missile. Ah oui, il est propre. Ah, il est propre, hein, franchement. Parce que c'est la partie du missile supérieure, c'est-à-dire celle la plus proche de l'explosif quand même. Hein. Il faut. Et puis c'est pas un explosif n'importe lequel, c'est un explosif qui propulse des comment ça s'appelle, comme des shrapnels en fait. C'est des éclats, des shrapnels qui sont projetés pour percer la coque de l'avion. Donc on retrouve le tube, on a l'impression qu'il a été ouvert à l'ouvre-boîte. C'est ça. Comme je l'ai vu passer sur certains commentaires de certains experts qui suivent le dossier du MH17. Il est bien propre, bien intact, alors qu'il est censé quand même avoir fait une chute depuis même la croisière à laquelle se trouvait l'avion, c'est-à-dire quand même quelques kilomètres. Oui. Explique-moi comment ça se fait qu'il est dans cet état. Déjà, pour commencer. Il aurait été soit aplati, soit écrasé dans sa longueur. Soit complètement, ou déchiqueté à l'atterrissage. Je vais dire, quand tu vois les morceaux de l'avion qui ont été retrouvés dans ce champ de Grabovo, ils sont complètement déchiquetés.
même des gros morceaux, tu vois que c'est complètement, enfin, ça a été déchiqueté par la descente. Tassé, Et ensuite, par l'atterrissage, ça atterrit puis plusieurs kilomètres d'altitude. Je veux dire, vous vous rendez compte de la vitesse lors de l'arrivée au sol. L'un des témoins que nous, on avait interviewé, qui était un monsieur qui avait assisté à ça, je veux dire, il te disait, le truc a atterri avec une telle force, enfin, j'ai été projeté, quoi. Il était pas juste à côté, quoi. Je veux dire, il a été projeté par l'onde de choc des morceaux qui sont tombés au sol. Tellement c'était violent. Donc, tu imagines, le tube, pareil, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Bon, déjà, c'est le premier truc, déjà, qui est pas... Alors, ils ont présenté ce tube, miraculeusement, ça fait 4 ans qu'ils sont censés l'avoir quasiment en leur possession. Ouais. Ils le présentent seulement maintenant. Il n'était même pas dans leur rapport préliminaire. Donc pourquoi? Si vous l'avez eu après 2016, comment vous avez pu l'obtenir? La zone où a eu lieu le crash est sous contrôle de la RPD. Et j'ai pas souvenir que la RPD vous ait refilé un tube de bouc. Hein? Donc faut peut-être un peu arrêter les conneries 5 minutes. Je vais faire un vilain jeu de mots. Ça sent le missile bouc fourni par le SBU, tu vois, en loose day. Parce que le SBU participe pleinement au comité d'enquête. Hein. Je signale. Hein. Donc le service secret ukrainien participe pleinement au comité d'enquête. Alors, je vais faire un vilain jeu de mots. Je vais dire que cette affaire sent le bouc. BOUC. Oui, hein, BOUC, voilà. Donc ils ont déclaré lors de cette conf de presse que le MH17 aurait été abattu par un missile bouc de la 53e brigade antiaérienne de l'armée russe qui est basée à Koursk. Alors, comme je disais, les preuves que c'est la 53e brigade. Alors, ça serait les fameuses vidéos et photos piochées sur Internet par Bellingcat. Alors, pour ceux qui croient que je suis en train de plaisanter, c'est pas une blague. Hein. Voilà, c'est le genre de preuves tellement solides. Hein, qu'avec la photo de n'importe lequel de nos auditeurs, je peux prouver qu'Ilouel a fricoté avec des aliens, qu'Ilouel chevauche des licornes, ou que l'étoile noire s'apprête à détruire la Terre. Hein, je rappelle qu'avec Photoshop, vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez en termes de photos. Hein, la photo de Paris Match avec le bouc sur un camion, elle est tellement dégueulasse que ça sent le Photoshop, mais à 300 km. Hein. Moi, quand j'ai vu ce machin, j'ai dit c'est quoi ce truc, quoi. Mais en plus, on peut se... Mais pourquoi la Russie aurait fait ça? Non, mais c'est ridicule. Le but, il a raison, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Sachant que les RPD et les RPL avaient déjà des moyens de se défendre contre les avions de chasse ukrainiens. Avec des manpads, avec des systèmes Streladis. Mais bien au-delà de ça, ça veut dire que les radars russes sont pas capables de faire la différence entre un avion de ligne et un avion de militaire. Ça n'a pas de sens. Or, le radar du bouc est parfaitement capable de faire la distinction, et sans radar, arriver à toucher l'avion, t'as à peine 5% de chance. Hein. C'est ridicule. Hein. Donc faut arrêter les bêtises. Donc, voilà, donc c'est avec des photos et des vidéos, certaines sont à moitié floues, qui ont été postées par on sait pas qui sur YouTube. C'est inauthentifié, aucune info qui permet de confirmer les dates. Donc elles ont pu être filmées 3 mois avant et postées le jour du crash. Je veux dire, enfin, sur le plan judiciaire, ceux qui m'avancent ça comme étant des preuves irréfutables, allaient prendre des putains de cours de droit. Sur le plan judiciaire, de telles preuves, ça vaut que dalle. Même un avocat commis d'office, il vous démonte ça comme ça. En 3 coups de cuillère à peau, oui. Je veux dire, avec Photoshop, avec les logiciels d'édition vidéo, vous pouvez créer n'importe quoi. Je veux dire, en termes d'effets spéciaux, je pense qu'avec des films comme Star Wars, hein, comme la série Star Wars, on peut voir, surtout les plus récents, l'étendue de ce qu'il est possible de faire en termes de création de réalité qui n'existe pas. Oui, des images de synthèse, hein, oui, tout à fait. Les images de synthèse, c'est très facile à faire. Hein. Absolument. Moi, j'avais vu des démonstrations de mecs qui te montraient avec un tutoriel vidéo comment tu pouvais prendre la photo d'un système book et arriver à le tripoter en 3D dans un logiciel spécial pour essayer de lui donner un espèce d'effet 3D pour l'inclure ensuite dans une vidéo. Hein. Ça marche très bien. Et c'est marrant parce que ça ressemble beaucoup aux vidéos d'ailleurs qu'on a, qui servent de preuve à Bellingcat. Tiens donc, bizarroïde. Hein. Bon. Si le JT pouvait revenir un petit peu plus de sérieux, ça m'éviterait de me demander à chaque fois si cette conférence de presse doit rester dans la partie sérieuse du site rep ou pendant ce temps-là à Kiev. Parce que je me suis tâté quand même. Hein. Parce que te sortir que c'est la 53e brigade sur base de photos foireuses avec un book dont un des numéros est manquant.
tu peux faire dire ce que tu veux à ces photos et ces vidéos, et tu peux les bricoler dans tous les sens pour leur faire raconter ce que tu as envie. Donc, c'est des preuves de clown, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est l'inspecteur Gadget, là. Donc, si on est un petit peu plus sérieux que le JT et qu'on analyse le tube de bouc qui a été montré, donc on montrera la photo, on montrera un zoom. Donc, ils ont montré le tube de bouc qui a pu être pris en photo, et entre autres, j'ai réussi à obtenir une photo d'assez bonne définition. On va faire un zoom à droite pour voir une série de chiffres qui indiquent la date de fabrication du missile. 1986. Le 15 décembre, je crois. Le 15 décembre 1986. Il date de l'époque soviétique, ce machin. Or, l'armée russe a déclaré n'avoir aucun missile Buk aussi ancien, car pour des raisons de sécurité, ils sont décommissionnés, puis détruits, après 25 ans, c'est-à-dire en 2011. C'est-à-dire maximum en 2011, l'armée russe a détruit les missiles Buk qui dataient de cette époque. Qui sont d'ailleurs probablement, pour éviter d'avoir le coup de destruction, qui sont envoyés en Syrie pour aider la Syrie à, à chasser de l'avion israélien. Ils sont détruits pour une raison très simple. C'est ce qu'expliquait l'armée russe, c'est qu'après, en fait, ça devient même dangereux de les tirer. C'est-à-dire qu'après une telle période, en fait, je pense le mélange de propulsion en fait devient instable et ça risque, en fait, le missile risque de te péter à la gueule, quoi, en fait. Donc, ils les décommissionnent, ils les sortent des stocks et ils les détruisent. Donc, au bout de 25 ans, donc en 2011, 3 ans avant la catastrophe, il y avait déjà plus de Buk de cette époque-là dans l'armée russe. Et l'armée russe n'est pas une armée délabrée qui a besoin de faire appel à des missiles dangereux qui pourraient tuer ses soldats. Il n'y a qu'une armée en lambeaux comme l'armée ukrainienne pour avoir encore de telles antiquités. Donc, en fait, si on suit la piste de ce Buk, je suis quasiment sûr qu'on va arriver à l'armée ukrainienne. C'est bien parce que comme ça, au moins le JT, ils sont en train de s'aborder leur propre enquête, c'est magnifique. Vous l'avez montré tellement bien, le tube de Buk, que vous êtes cramé tout seul, c'est quand même magnifique. Alors cette affaire est déjà grave en soi, mais elle est extrêmement grave parce que c'est des enquêteurs néerlandais et australiens qui ont frontalement accusé la Russie d'être à l'origine de ça. C'est un casus belli, surtout que l'OTAN et l'UE a emboîté le pas à ces enquêteurs-là. De toute façon, ils sont tous là, maintenant il faut que la Russie paye, tiens donc. Sauf que moi j'aimerais bien que sur base du numéro de série affiché, je pense que ce serait intéressant qu'Almazan Tate, donc le fabricant, fasse une petite recherche dans ses registres et puis la Russie dans ceux de l'armée soviétique. Parce que s'ils pouvaient retrouver le pays qui a reçu ce petit joujou, parce que je pense que tout doit être tracé, tout est noté, c'est clair. Ouais. Je suis quasiment certaine que la réponse, ça sera l'Ukraine. Ouais. Je suis désolé, mais moi, plus j'analyse ce dossier, plus ça mène là. Parce que l'armée russe n'a plus des antiquités qui datent de l'époque soviétique. On n'en est plus là. L'armée russe, actuellement, c'est plus l'armée russe de l'époque de Yeltsin, de la guerre de Tchétchénie et ce genre de truc. Non, l'armée russe, elle a été modernisée de fond en comble. Ils gardent plus des missiles qui datent des 25 ans, qui sont instables, qui peuvent péter à la gueule de leurs soldats, détruire l'équipement en plus, parce que si le truc elle pète au moment du décollage, elle te fait péter toute la station avec. Oui, c'est clair. Oui. Donc c'est hyper dangereux. Je veux dire, la Russie va pas se permettre ce genre de délire. Donc les trucs, ils ont été rayés des registres depuis belle lurette, quoi. Je veux dire, il y a que l'armée ukrainienne qui a encore des antiquités qui datent de cette époque. Et la Russie a bien précisé, d'ailleurs, que depuis la chute de l'URSS, la Russie n'a plus fourni un seul missile de Buk à l'armée ukrainienne. Donc l'armée ukrainienne n'a plus sur ses lance-roquettes, enfin ses lance-missiles Buk, que des trucs qui datent de l'époque soviétique. Et alors ceux qui me diront, ouais mais peut-être que l'Ukraine elle n'a pas pu renouveler ses Buk, c'est pas possible. Donc c'est toujours les antiquités. Et ils en ont, puisqu'on les a vus défiler lors des défilés de la victoire à Kiev. Donc, faut arrêter les conneries 5 minutes. Voilà. On peut louer la patience des Russes,
qui encaisse ça. Ça aurait été un autre pays, je pense aux Américains, et c'était une guerre. Hein. Oui, c'est clair. De toute façon, l'armée russe a rappelé aussi ce qu'elle a toujours dit, à savoir qu'aucun système de missiles russe, n'a jamais franchi la frontière avec l'Ukraine. Jamais. L'armée russe a dit, on n'a aucun de nos systèmes Buk qui est allé se trimballer de l'autre côté de la frontière. Enfin, pire en plus, ils ont taclé le fait que le JIT a ignoré les témoignages de civils présents dans la zone du crash, ceux du village de Zaroshenskoye qui ont certifié avoir vu des systèmes Buk opérationnels sur les positions de l'armée ukrainienne qui se trouvaient alors toutes proches de là, donc dans la zone contrôlée par l'armée ukrainienne. Et que certains témoignages parlent même de tirs de missiles Buk depuis cette zone, qui correspond d'ailleurs à l'estimation faite par Almaz-Antey, je rappelle, le fabricant de ces missiles, donc le mieux placé pour faire une estimation de trajectoire. Ça aussi d'ailleurs, les conclusions d'Almaz-Antey, ils se sont assis dessus. Hein. C'est quand même magnifique. Je rappelle que ces témoignages qui eux sont faits à visage découvert sont disponibles en ligne. Il ne s'agit pas de photos ou de vidéos bricolées et posées en ligne. Par contre, c'est qui ? C'est des témoignages qui ont été donnés à des médias. À l'époque. Ou même récemment, hein, je veux dire, Percy Lancaster est allé à Zaroshenskoye, il a interrogé des habitants qui ont donné des témoignages qui sont très clairs et à visage découvert. Donc c'est facile de remonter et de vérifier les faits quand même là. Là, c'est pas une vidéo anonyme postée sur YouTube par un compte qui s'appelle Paul3642, quoi, tu vois, enfin, je veux dire, faut quand même arrêter les bêtises, quoi. Cette conférence de presse, c'est bien une cabale, c'est tout. C'est vraiment de la... Vraiment. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, bon, ça va pas mieux. Alors celui-là, j'avais hésité à le mettre pendant ce temps-là à Kiev, tellement c'est tragicomique. C'est une info qui date du mois dernier, mais elle est tellement incroyable que j'ai estimé qu'il fallait en parler quand même. Donc il s'agit d'un juge ukrainien, hein, qui est donc Mykola Shkirai, qui est juge au tribunal de district de Golosivski à Kiev, qui a reçu une Mercedes gratuite de la part de l'administration gouvernementale de Kiev au titre d'un programme d'aide humanitaire aux personnes handicapées. Donc c'est un journal d'investigation, hein, Birous Info, qui a relevé le lièvre. Donc c'est en avril que ce département de politique sociale de l'administration gouvernementale de Kiev a accordé à ce juge une Mercedes-Benz C180, hein, quand même, hein, qui date de 2015 à peine, d'une valeur d'au moins $35 000 au titre de l'aide humanitaire. C'est pas mal, hein, quand même, hein, comme cadeau. Donc le juge est effectivement atteint d'un handicap au 2e degré, hein, qui fait qu'il peut pas se déplacer sans l'aide d'autres personnes ou de dispositifs spéciaux. Mais enfin bon, si on regarde sa déclaration de revenus, il est pas pauvre quand même, hein, parce qu'il possède quand même une propriété. Il habite pas dans un quartier merdique, hein, on peut dire ça comme ça. Il possède un bateau qui vaut minimum $60 000. Il déclare recevoir environ $1 000 par mois de son travail à la cour. Donc, qu'on m'explique comment il se paye un bateau qui coûte ce prix-là, hein, mais bon, c'est pas grave. Malgré son salaire assez modeste, ce monsieur possède une montre Ulysse Nardin et stocke $31 000 en espèces. Ça aussi, il faudra qu'on m'explique comment il fait. À part en touchant des pots de vin, je vois pas comment. Et il possède quand même pas mal de biens immobiliers, parce qu'il a quand même un garage de 38 mètres carrés à Sébastopol, un terrain de 2 hectares dans l'oblast de Mykolaïev, et un appartement de 86 mètres carrés avec un parking à Kiev. Et le tout, selon la déclaration qu'il a faite, lui a été accordé par une personne ou entité sans nom, donc non nommée, anonyme, en 2012. C'est magnifique, hein. Non, mais ce monsieur-là reçoit une Mercedes au titre d'aide humanitaire. Mais oui, tout va bien, c'est bien, Kiev, c'est bien. Et pendant que des juges qui sont déjà riches reçoivent des Mercedes comme aide humanitaire, la population ukrainienne, elle, risque de voir ses tarifs de gaz flamber, sans mauvais jeu de mots. C'est ce qui a été annoncé par Dmitry Vovk, le président de la Commission nationale ukrainienne qui met en œuvre la réglementation gouvernementale dans le domaine de l'énergie et des charges communales. Donc d'après lui, en ayant repoussé l'application des demandes d'augmentation de tarifs du gaz que demande le FMI, l'Ukraine en fait aurait fait plus mal que du bien. Puisque d'après ce monsieur, si l'Ukraine avait immédiatement appliqué la demande, la hausse estimée n'aurait été que de 10 à 15% pour atteindre les prix du marché comme le demande l'institution, alors que si l'Ukraine le fait maintenant, et la hausse serait de 60 à 70%. Magnifique. Et donc, pendant ce temps-là, à Kiev, alors c'est une animatrice de la télévision ukrainienne, cette fois, qui nous l'a offert en plein direct.
à la plus grande joie des téléspectateurs, semble-t-il. Ça a fait gloser beaucoup de gens. Donc elle parlait du ministre ukrainien de l'infrastructure et elle s'est un petit peu emmêlée les pinceaux, l'animatrice, puisqu'elle s'est retrouvée à qualifier le ministre de sale et puant. Donc elle a dit, je cite et je vais expliquer après pourquoi en fait elle a fait une bourde et comment c'est possible. Elle a dit « Sale et puant, ministre de l'infrastructure, Vladimir Omelian, lors de sa visite de travail à Nikolaïev, a critiqué l'état du pont de la gare ferroviaire, a-t-elle lancé en plein direct. » Alors pourquoi ça a fait une faute? Parce qu'en fait il faut savoir qu'en russe, tu n'as pas d'article défini ou indéfini. Donc tu dois dire le ou un ministre de la même manière. D'accord. Et donc, elle a oublié de marquer aussi le temps de pause. Parce que normalement, tu aurais dû avoir une virgule. Tu devais avoir une virgule après sale et puant. Et le ministre de l'infrastructure, Vladimir Omelian, lors de sa visite de travail à Nikolaïev, a critiqué l'état du pont des gares ferroviaires. C'est-à-dire, c'était le qualificatif qui allait sur le pont de la gare ferroviaire. Mais comme elle n'a pas marqué le temps d'arrêt, en fait, c'était comme si elle traitait le ministre de cette façon. Donc voilà pourquoi l'erreur a pu se faire, comment ça a pu exister, un truc comme ça. Voilà, c'est les spécificités de la langue. Mais donc c'est assez rigolo, ça fait rire beaucoup de monde sur les réseaux sociaux en Ukraine. Ça aura fait un petit moment de rire. Donc voilà la situation. Donc comme on peut le voir pour l'instant c'est relativement calme, mais je pense que ça va pas durer. Non, ça c'est clair. Je pense aussi que ça va repartir en live. Et donc situation à surveiller, toujours. Le niveau de bombardement reste quand même relativement important. On n'est pas redescendu quand même très très bas. Écoute, je te dis à la semaine prochaine et j'espère en tout cas que ça va rester calme un maximum et qu'ils n'arriveront pas à faire ce qu'ils veulent et à relancer une nouvelle offensive parce que même si on n'a pas eu des pertes aussi énormes que ce qu'ils prétendent, on a quand même perdu quelques soldats dont les 3 prisonniers qui ont été capturés et qu'on essaye maintenant de récupérer. Je veux dire, sans compter les pertes civiles qui ont quand même été énormes lors de cette semaine d'acharnement sur Gorlovka. Donc j'espère vraiment que l'armée ukrainienne ne va pas réussir, va pas retenter quelque chose et que leur état de décrépitude va, je veux dire, mettre fin à leur plan foireux. Malheureusement, souvent le pire est ce qui se passe. Ouais, malheureusement, donc surtout que Poroshenko est très très bas dans les sondages et donc je pense que pour lui ça serait une occasion d'essayer de redorer son blason avec une victoire ou deux, enfin en tout cas l'espère-t-il. Donc je l'espère seulement la semaine prochaine et j'espère que ce calme va se maintenir et que ça va pas repartir brutalement en escalade comme ça l'avait fait il y a quelques semaines en arrière. Ok, oui. Je partage évidemment ton souhait et il n'y a plus qu'à attendre la semaine prochaine, samedi prochain, pour avoir des nouvelles de la semaine qui va suivre. Ouais. En croisant les doigts. Voilà. Ouais. Merci Christelle, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.